Chers collègues de récolte en Afrique de l'Ouest, tout d'abord, laissez-moi vous dire que je suis désolé de ne pas pouvoir participer à vos réunions régionales. Heureusement, la technologie moderne me permet de vous faire part de mes idées concernant l'avenir du programme de riz en Afrique de l'Ouest. J'espère que cet atelier vous permettra d'élaborer la théorie du changement pour le programme et je suis sûr que l'atelier sera fructueux et je vous souhaite bonne chance. Voici quelques idées. D'après que j'ai lu et entendu sur nos programmes rizicoles, j'ai quelques suggestions qui pourraient améliorer le programme et qui pourraient créer un impact beaucoup plus grand que celui que nous avons déjà aujourd'hui. D'abord, on doit se demander quel type de production de riz nous voulons encourager dans la région. Voulons-nous strictement travailler sur la production SRI ou la production agroécologique ou même biologique? À mes yeux, nous ne devrions pas faire cela. Surtout si nous voulons avoir un impact et vraiment faire une différence. Nous devons éviter de devenir dogmatiques et trop idéalistes. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas encourager les agriculteurs à prendre soin de leur sol, de leur eau, de leur biodiversité, etc. et à les aider à le faire. Mais d'abord et avant tout, nous devons connecter les agriculteurs au marché. Cela signifie investir dans des partenariats avec des acteurs qui sont capables de le faire. Souvenez-vous de la grande ambition que nous avions il y a quelques années pour l'Afrique de l'Ouest. Après la crise alimentaire de 2008 et en plus du travail de plaidoyer auprès de la communauté de la CEDEAO pour donner une chance à la production locale de fournir le riz pour les grands centres de population, nous établirions des chaînes d'approvisionnement avec ce riz local. Mettre en relation les agriculteurs avec l'industrie de transformation du riz de qualité, avec les négociants, les distributeurs, etc. Parce que nous savions en ce moment, si on ne peut pas montrer que les chaînes locales de riz peuvent être compétitives par rapport aux chaînes d'importation, les gouvernements ne bougeront jamais et les grands distributeurs non plus. Donc, pour nous positionner stratégiquement, nous devons voir ce que veulent les acteurs principaux du riz. Et probablement, ce n'est pas l'agroécologie et probablement même pas les riz. Je crois que ça sera davantage axé sur des normes comme, par exemple, SRP, la plateforme du riz durable. Parce que si vous faites cela en Afrique de l'Ouest, vous pouvez également faire partie d'un mouvement mondial plus vaste qui peut influencer la filière riz au niveau mondial. Et cela vous rendrait fier en tant que membre du personnel de Ricolto et vous apporterez les défis et les incitations qui font que votre travail en vaille vraiment la peine. Par rapport aux organisations paysannes, est-ce que ce sont vraiment les organisations paysannes ou ce sont plutôt des autres acteurs que nous devons prendre comme point de départ? Si nous envisageons un impact positif pour les producteurs de riz comme moteur, le plus important de notre travail, il vaut mieux ne pas partir des organisations paysannes pour démarrer un programme. Nous devrions commencer par le marché et les acteurs du marché, le secteur privé. Voyez ce dont ils ont besoin et mettez-les en relation avec les agriculteurs et leurs structures qui peuvent leur apporter cela. À court terme, on peut se relier avec des organisations déjà bien développées, à long terme avec des initiatives plus jeunes, lorsque les acteurs privés veulent investir dans l'avenir. Jusqu'à présent, nos stratégies n'ont pas donné les résultats escomptés. C'est-à-dire, essayer de constituer des organisations paysannes à partir de groupements de producteurs, en leur demandant d'organiser des ventes collectives, puis de transformer le riz, de qualité médiocre par manque de matériel et de volume, et de le distribuer eux-mêmes, etc. Nous constatons que cela ne fonctionne pas, sauf peut-être pour quelques organisations paysannes qui fonctionnent bien et qui ont un leadership très fort. Mais la majorité, nous n'avons jamais réussi à avoir de gros volumes échangés avec ces stratégies. Vous savez, quel est le volume de riz blanc que nous avons
été capable d'introduire sur le marché? Quelle est la part de cette production par rapport à la production totale des agriculteurs membres des OP? Alors, on peut se demander quel est l'intérêt d'avoir une organisation paysanne si l'impact pour ses membres est tellement faible. Et s'ils n'ont pas d'intérêt ou de bénéfices considérables, ils ne survivront pas s'ils ne reçoivent pas d'argent de développement ou de subsides. Alors, commençons donc par engager le secteur privé en leur disant que nous pouvons les mettre en relation avec les organisations paysannes qui peuvent fournir ce dont ils ont besoin. En même temps, nous devons renforcer la capacité des paysans et les processus nécessaires pour qu'ils puissent répondre à la demande du secteur privé. Cela aura beaucoup plus d'impact. La collaboration avec le secteur privé de Ricolto, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais en général, est encore très minime. Aussi pour le riz. En Afrique, les choses semblent encore être plus difficiles par le fait qu'il y a un manque de ce que nous appelons parfois des entreprises chefs de file. Des entreprises qui sont les chefs de file dans une chaîne d'approvisionnement. Aussi, le fait que les distributeurs sont souvent les mêmes importateurs ne facilite pas les choses. Mais cela ne peut pas être une excuse. Nous devons montrer également dans le secteur du riz que les relations d'affaires inclusives fonctionnent. Et oui, permettre l'établissement de relations d'affaires inclusives est l'activité principale de Ricolto. Si vous ne travaillez pas avec des entreprises privées, vous dites que vous n'êtes pas impliqué dans nos activités principales. Il est donc important de détecter les obstacles principaux à la participation du secteur privé. Comment pouvons-nous réussir? Que pouvons-nous offrir aux entreprises privées? Quelle est notre proposition de valeur pour elles? Et quelle est la valeur ajoutée pour les agriculteurs? Vous devriez être en mesure de le définir au cours de l'atelier et de vous concentrer vraiment sur ce point au début de votre travail et de vos stratégies. Par rapport au pilote, au upscaling, une fois j'ai visité une organisation de producteurs de café en Équateur, qui est partenaire depuis plus de 10 ans. J'ai analysé avec eux les flux financiers et nous sommes arrivés à la conclusion que bien qu'ils s'organisent des ventes collectives, qu'ils font la transformation du café, etc., ils ne pouvaient financer que seulement 25% de leur coût de fonctionnement de leur entreprise par les profits de la coopérative. Pour le reste, ils avaient besoin d'argent de développement, de subventions, et nous pourrions probablement continuer à les subventionner pendant 10 ans de plus, et ils en seraient très reconnaissants, mais nous ne l'avons pas fait. Vous devriez faire le même exercice en Afrique de l'Ouest et regarder les organisations paysannes avec lesquelles nous travaillons. Depuis combien de temps est-ce qu'on les subventionne déjà? Uniri, UDER, Arpaso. Avez-vous une idée de la façon dont ils progressent et tant qu'entreprise comment ils financent leurs coûts avec leurs recettes et profits? Et un pas de plus, quelles sont exactement les innovations que vous recherchez avec eux? Ou bien, est-ce que vous ne recherchez pas des innovations, mais vous soutenez seulement leurs projets? Qu'est-ce qui a déjà pu être mis à l'échelle, a été intensifié? Quelles sont les preuves que vous avez recueillies? Comment ces données sont-elles utilisées avec les organisations sectorielles, les interprofessions à cet égard? Y a-t-il eu des changements structurels ou pas encore? Souvenez-vous, ce n'est pas notre rôle de faire des choses et de les refaire automatiquement dans d'autres endroits. Nous voulons tester des choses, le faire fonctionner et montrer comment cela pourrait fonctionner ailleurs. Nous voulons également apporter des évidences aux décideurs des secteurs privés et publics pour créer un environnement favorable pour que ces chaînes puissent fonctionner. Si nous n'avons pas une bonne vision sur la façon dont le secteur du riz va être et comment il devrait fonctionner, alors nous continuerons seulement à faire des projets pilotes et nous n'atteindrons jamais l'échelle. Une partie de notre rôle consiste donc à dessiner cette vision du secteur, en collaboration avec d'autres acteurs bien sûr. J'ai l'impression que notre personnel à Ricolto, également en Amérique latine, en Asie et en Belgique, se concentre trop sur le financement traditionnel, c'est-à-dire des subventions pour le renforcement des capacités et des innovations pilotes.
Mais nous avons peur pour d'autres types de financement qui sont nécessaires pour augmenter une génération de programmes. Pensons par exemple aux capitaux propres, des prêts, des crédits pour investissement et des dépenses opérationnelles. Mais ce type de financement sont essentiels lorsque les organisations paysannes veulent être efficaces et efficientes pour leurs membres et leur propre survie. S'il vous plaît, investissez dans ce type de financement. Nous savons que cela fonctionne. Nous savons que c'est logique. Si vous avez peur, investissez dans l'apprentissage pour apprendre à y faire face. Attirez des partenaires qui savent comment cela fonctionne. Nous devons passer à autre chose. C'est le temps. Et oui, je suis convaincu que nous avons une équipe forte en Afrique de l'Ouest, avec des compétences fortes et une volonté de nous rendre tout fiers de ce que Ricolto y fait. J'espère donc que ces idées vous aideront dans votre atelier et que dans quelques années, nous commencerons à voir des succès non seulement dans nos projets pilotes, mais aussi au niveau sectoriel à l'échelle. Bonne chance et salutations de Costa Rica. Au revoir.